Il y a une question que presque personne n'ose se poser. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Pas la version que tu montres à tes amis, à ta famille, à ton travail. Pas celle qui sourit, qui dit « ça va », même quand ça ne va pas. Mais l'autre. Celle qui apparaît quand la porte se ferme, que le téléphone se tait, que tu sais que personne ne te voit, personne ne t'écoute, personne ne te juge. C'est dans ces moments-là que la vraie psychologie humaine se révèle. Et souvent, elle est beaucoup plus sombre qu'on veut l'admettre. Imagine une personne que tout le monde aime. Au travail, elle est polie, efficace, attentionnée. Toujours prête à aider, toujours calme, toujours raisonnable. On la complimente, on lui fait confiance, on la voit comme un modèle. Mais le soir, quand elle rentre chez elle, quand la porte se ferme derrière elle, quelque chose change. Son visage se relâche, son ton devient sec, ses gestes plus brusques. Elle se met à critiquer tout le monde dans sa tête, à ressasser des scènes où elle écrase les autres, où elle a enfin le contrôle. Elle s'énerve pour des détails, elle casse un objet, elle parle mal à quelqu'un qu'elle aime. Le contraste est violent, mais personne ne le voit. Ce qui est dérangeant, c'est que cette personne, ce n'est pas seulement quelqu'un d'autre. Parfois, c'est toi. Parfois, c'est moi. Parfois, c'est n'importe qui. Chacun porte un masque social, une version de lui-même soigneusement construite pour être accepté, aimé, admiré ou au moins toléré. On apprend très tôt à se tenir comme il faut, à dire ce qu'il faut, à cacher ce qui dérange. On apprend à être présentable. Mais ce qui ne disparaît pas, ce qui ne rentre pas dans le cadre, on le pousse ailleurs, dans l'ombre. Les psychologues comme Jung parlaient justement de cette ombre, cette partie de nous que nous ne voulons pas voir mais qui nous suit partout. Elle contient nos envies inavouables, nos colères, nos frustrations, nos jalousies, nos peurs. Tout ce que nous pensons ne pas avoir le droit de ressentir, tout ce que notre image publique ne peut pas supporter. Alors, nous la cachons derrière des sourires, des phrases polies, des comportements contrôlés. En surface, nous avons l'air de bien tenir. Mais dès qu'il n'y a plus de regard sur nous, la pression baisse et l'ombre remonte. Tu peux le remarquer dans des choses très simples. Par exemple, la manière dont certaines personnes parlent quand elles sont en groupe, puis quand elles sont seules. En public, elles sont douces, compréhensives, presque parfaites. En privé, elles insultent mentalement les autres, les jugent, les méprisent. Elles ne diraient jamais ces mots à voix haute, mais dans leur tête, elles se lâchent complètement. Les pensées deviennent beaucoup plus sombres, beaucoup plus crues. Et même si on pourrait dire, ce ne sont que des pensées, ce n'est pas grave. Ces pensées disent quelque chose de ce qui est réellement là, en dessous du masque. On le voit aussi dans la manière dont certaines personnes gèrent la colère. En public, elles sont très calmes, trop calmes. Elles encaissent tout, elles sourient, elles disent « Non, ça va, ne t'inquiète pas ». Mais une fois seules, la colère qu'elles n'ont pas exprimée se transforme. Elles claquent les portes, insultent dans le vide, se punissent elles-mêmes, parfois se blessent, parfois détruisent des objets. La violence ne disparaît pas juste parce qu'on ne la montre pas. Elle change seulement de place. Elle quitte la lumière pour aller vivre dans l'obscurité. Il y a aussi des comportements plus subtils, moins visibles, mais tout aussi révélateurs. Pense aux petits mensonges silencieux qu'on se raconte quand personne ne regarde. Par exemple, personne ne saura si je fais ça. De toute façon, tout le monde le fait. Ce n'est pas vraiment mal si personne ne souffre directement. Ces phrases intérieures servent souvent à justifier des actions que nous n'assumerions jamais publiquement. Regarder quelque chose qu'on aurait honte d'admettre, fouiller dans les affaires de quelqu'un, stalker un ex ou un collègue sur les réseaux, espionner discrètement, tester les limites, utiliser un peu de pouvoir parce que personne ne contrôle. Le plus inquiétant dans ce que les gens font quand ils sont seuls, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, c'est le sentiment de liberté absolue qui l'accompagne. Quand il n'y a pas de témoin, le cerveau se sent autorisé. Il n'y a plus la peur du jugement, plus la peur d'être vu. On se dit, ce n'est pas grave, ça reste entre moi et moi. Mais la vérité, c'est que ça ne reste jamais seulement entre toi et toi. Chaque fois que tu fais quelque chose en secret, tu renforces une version de toi qui n'a de compte à rendre à personne. Et cette version peut devenir très sombre.
Il y a une expérience mentale simple. Demande-toi ce qui te gênerait le plus si quelqu'un avait une caméra invisible dans ta vie. Pas seulement dans les grands moments, mais dans les petits. Dans ta chambre, sur ton téléphone, dans ta cuisine, dans ta voiture, dans tes pensées du soir. Qu'est-ce que tu ne supporterais pas que quelqu'un voie? Ça peut être des choses très banales en apparence. La manière dont tu parles de certaines personnes à voix basse, la manière dont tu juges le physique des autres, les vidéos que tu regardes tard la nuit, les profils que tu surveilles en secret, les scènes de revanche que tu imagines. Ce que ça révèle, ce n'est pas que tu es un monstre. C'est que tu es humain. Mais un humain avec des zones d'ombre qu'il préfère ne pas regarder. La société t'a appris à montrer une version acceptable de toi. Mais elle t'a rarement appris à comprendre ce que tu caches. Alors, tu apprends à tricher avec toi-même. Tu te dis que ce n'est pas vraiment toi, que ce n'est pas important, que ce n'est qu'un moment. Pourtant, ce sont précisément ces moments-là qui montrent de quoi tu es réellement capable quand plus rien ne t'arrête. Regarde aussi comment les gens changent dès qu'ils ont un petit pouvoir, et surtout quand personne ne surveille l'usage de ce pouvoir. Un responsable qui traite tout le monde avec respect quand la hiérarchie est là, mais qui humilie discrètement ceux qu'il considère comme faibles dès que les portes se ferment. Un ami qui défend la loyauté en public, mais qui parle derrière le dos des autres en privé. Un inconnu qui s'énerve sur Internet, caché derrière un pseudo, et qui écrit des choses qu'il n'aurait jamais le courage de dire en face. L'anonymat et l'absence de regard extérieur font ressortir une version de nous plus brute, plus impulsive, plus dangereuse. Ce contraste entre la lumière et l'ombre n'est pas un détail. C'est le cœur de ce que nous sommes. Nous vivons constamment entre ce que nous montrons et ce que nous cachons. Et souvent, ce que nous faisons quand personne ne regarde n'est pas par hasard. C'est la vérité qui fuit à travers les fissures de notre masque. Ce sont nos désirs, nos peurs, nos colères, nos obsessions qui trouvent enfin un espace où respirer. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti ce soulagement étrange de pouvoir penser ou faire quelque chose en secret, comme si tu te débarrassais d'un poids que tu portais toute la journée. Mais alors, une question dérangeante apparaît. Est-ce que ce que tu fais en secret est moins réel que ce que tu fais en public, ou est-ce l'inverse? Est-ce que la version que tu montres aux autres est toi, ou seulement une version filtrée, censurée, polie de toi? Si tu veux vraiment comprendre la psychologie humaine, tu ne peux pas te contenter de regarder les masques. Tu dois regarder ce qu'il y a derrière. Tu dois observer ce qui se passe dans ces moments où tout le monde a disparu, où tu ne joues plus un rôle, où tu te crois totalement invisible. Et ce que tu vas découvrir là peut être à la fois effrayant et libérateur. Effrayant, parce que tu peux te rendre compte que tu es capable de penser que tu jugerais très durement chez les autres. Libérateur, parce que tant que tu refuses de voir cette partie de toi, elle continue à t'influencer sans que tu le saches. Le vrai danger ne vient pas de ceux qui savent qu'ils ont une part sombre. Il vient de ceux qui se croient complètement bons, complètement supérieurs, complètement propres, et qui ne voient pas ce qu'ils sont prêts à faire quand plus personne ne les regarde. Dans la suite, nous allons entrer plus profondément dans ce que les gens font réellement dans cette zone cachée, dans ces gestes que personne ne filme, ces pensées que personne ne lit, ces actes que personne ne raconte. Et tu verras peut-être que ce monde souterrain n'est pas si loin de toi. Quand tu observes ce que les gens font quand ils se croient totalement invisibles, tu commences à voir des schémas se répéter. Ce ne sont pas seulement des comportements isolés, ce sont des mécanismes psychologiques profonds qui se mettent en place. Par exemple, il y a cette habitude presque automatique de juger les autres en silence. En apparence, tout le monde est gentil, respectueux, tolérant. Mais dès que la personne ferme la porte de sa chambre, le discours intérieur devient beaucoup plus dur, il est ridicule, elle est pathétique, ils ne valent rien. Ces pensées ne sortent jamais de la bouche, mais elles construisent peu à peu une vision du monde froide, méprisante, parfois même cruelle. Ce n'est pas seulement ce que la personne pense des autres, c'est aussi la manière dont elle se protège de ses propres insécurités. Puis il y a la jalousie discrète, celle qui ne s'affiche pas en public mais qui vit dans les coulisses. En surface, on félicite l'autre pour sa réussite, pour sa relation, pour son corps, pour son argent. On met un like, on laisse un commentaire positif. Mais une fois seul, on retourne voir les photos encore et encore, on les scrute, on commente intérieurement chaque détail,
on cherche ce qui cloche, ce qui pourrait être critiqué. On imagine des scénarios où cette personne perd tout, où sa vie s'effondre, où l'on se sent enfin à niveau. Et tout cela reste enfermé dans le silence du regard et de l'esprit. On dirait presque que certaines personnes ne savent être en paix que lorsqu'elles voient les autres descendre au même niveau qu'elles en secret. Ce qui apparaît aussi souvent dans l'ombre, ce sont les comportements d'espionnage doux, ce stalking silencieux que personne n'avoue. On dit qu'on est passé à autre chose, qu'on ne pense plus à cette personne, qu'on ne se soucie plus de ce collègue, de cet ex, de cet ami perdu. Mais le soir, on tape son nom dans la barre de recherche, on visite ses profils, on lit entre les lignes, on regarde les likes, les commentaires, les stories. Chaque détail devient une information précieuse pour nourrir une obsession cachée. Il n'y a rien d'illégal, rien de spectaculaire, juste une présence constante, invisible. Une manière de rester accroché à quelque chose qu'on prétend avoir lâché depuis longtemps. Il y a aussi une autre catégorie d'actes cachés. Ceux qui testent les limites morales sans jamais les assumer. Par exemple, fouiller discrètement dans le téléphone de quelqu'un, ouvrir un message qui ne nous est pas destiné, regarder un journal intime, lire des conversations privées qu'on n'aurait jamais dû voir. Sur le moment, le cerveau fabrique une justification. C'est pour me rassurer, c'est pour vérifier qu'il ou elle ne me ment pas. Si tout est normal, personne ne sera blessé. Mais la vérité, c'est que cet instant où l'on franchit la ligne en secret en dit beaucoup sur notre rapport au contrôle, à la confiance et à la peur d'être trompé. Et même si personne ne le découvre, toi, tu sais que tu l'as fait. Il y a enfin les comportements d'autodestruction silencieuse. Ces habitudes qu'on cache parce qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais qu'on continue dès qu'on est seul. Manger compulsivement en cachette, regarder du contenu qui nous dégoûte de nous-mêmes juste après. Saboter son sommeil, négliger son corps, se parler intérieurement comme à un ennemi. Personne ne le voit, donc personne ne s'en inquiète. Mais ce qu'on est prêt à se faire à soi-même quand personne ne regarde est parfois bien plus violent que ce qu'on ferait à n'importe qui d'autre. Et là encore, ce n'est pas un simple détail. C'est un miroir de la manière dont on se perçoit au fond. Ce qui est troublant, c'est que ces comportements cachés n'arrivent pas par hasard. Ils se déclenchent parce que la présence des autres joue normalement le rôle de frein. Quand tu n'es plus observé, ce frein disparaît. C'est le même phénomène que tu peux voir quand une personne se retrouve anonyme derrière un écran. Sous un pseudo, sans visage, sans nom, elle ose insulter, humilier, rabaisser. Elle ne le ferait jamais avec son vrai nom, en face à face, parce qu'elle aurait peur des conséquences, du regard des autres, de la honte. Mais quand ces barrières sautent, ce qui sort est ce qui était déjà là, contenu, retenu. L'absence de regard ne crée pas forcément la noirceur, elle la libère. Ce principe se voit aussi dans les petites situations du quotidien. Quelqu'un qui respecte toujours les règles quand il est surveillé, mais qui triche dès qu'il sait qu'il n'y a pas de contrôle. La personne qui ne volerait jamais en magasin, mais qui emporte tranquillement des choses du travail parce que, de toute façon, ils ont de l'argent. Le voisin qui sourit à tout le monde, mais qui déverse sa haine dans des commentaires anonymes sur les réseaux ou dans des messages qu'il envoie sous un faux profil. Ce sont rarement de grands crimes, mais c'est une façon de tester jusqu'où on peut aller sans être pris. Une manière de négocier avec sa propre conscience. Et toi, tu peux te demander, qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis sûr que personne ne me voit, que personne ne saura jamais? La réponse n'est pas seulement dans les actes visibles, mais aussi dans les scénarios que tu construis dans ta tête. Les scènes de vengeance, les dialogues imaginaires où tu écrases quelqu'un, les fantasmes de pouvoir, de domination, de supériorité, toutes ces petites histoires secrètes que tu te racontes. Tu te diras peut-être, ce ne sont que des pensées, ça ne compte pas. Mais ces pensées finissent par influencer ton regard sur le monde, sur les autres, sur toi-même. Elles façonnent la façon dont tu perçois la justice, la loyauté, le respect. Il existe d'ailleurs un autre aspect encore plus discret. Ce que tu ne fais pas quand personne ne te regarde. Par exemple, tu défends des valeurs très fortes en public, l'honnêteté, la fidélité, le courage, le respect, mais quand tu es seul, tu ne les appliques pas du tout à toi-même. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu ne fais rien quand tu es seul. Tu dis que tu veux être sain, mais tu répètes les mêmes gestes destructeurs dès que tu n'as plus de témoins.
Tu dis que tu détestes la manipulation, mais tu joues avec les sentiments de quelqu'un en privé, juste pour te rassurer. L'écart entre ce que tu proclames et ce que tu fais dans l'ombre est souvent l'endroit où se cache ta vraie hiérarchie de valeurs. D'un point de vue psychologique, tout cela n'est pas seulement de la méchanceté. C'est souvent le résultat de besoins profonds qui n'ont pas trouvé d'espace pour s'exprimer sainement. Le besoin de contrôle peut pousser à fouiller, à surveiller, à vérifier en secret. Le besoin de reconnaissance et de valeur peut nourrir la jalousie silencieuse, le jugement, le désir de voir les autres échouer. Le besoin de sécurité peut encourager les petits mensonges, les tricheries discrètes, les compromis avec sa propre morale. Quand ces besoins ne sont pas reconnus consciemment, ils cherchent des sorties dans des comportements cachés, là où le regard des autres ne viendra pas les condamner. Ce qui fait peur, ce n'est pas seulement ce que tu fais déjà quand personne ne regarde, mais ce que tu pourrais faire si les conditions étaient réunies. Beaucoup de gens se disent « Moi, je ne ferai jamais ça ». Mais ils le disent depuis un environnement où il y a encore des règles, des témoins, des risques, des conséquences. Dans certaines situations extrêmes, anonymat total, absence de loi, pression, peur, pouvoir soudain. La ligne que tu crois infranchissable peut disparaître très vite. L'ombre que tu ne connais pas de toi peut prendre beaucoup plus de place que tu ne l'imagines. Pourtant, il y a une manière d'utiliser cette réalité sombre non pas pour se détruire, mais pour se comprendre. Au lieu de fuir ce que tu fais en secret, tu peux décider de l'observer. Non pas pour te juger, mais pour te lire. Te dire, ce que je fais quand personne ne regarde me montre ce que je ne sais pas encore gérer en pleine lumière. Tu peux regarder tes gestes, tes habitudes, tes pensées cachées comme un laboratoire. Pourquoi ai-je besoin de contrôler? Pourquoi ai-je besoin d'espionner? Pourquoi ai-je besoin de juger? Qu'est-ce que je cherche à protéger? Qu'est-ce que je crains de perdre? C'est là que commence le vrai travail. Non pas se convaincre qu'on est quelqu'un de bien, mais apprendre à regarder sa part sombre sans détourner les yeux. Car tant que tu refuses de voir ce qui vit dans l'ombre, tu restes manipulable par tes propres impulsions. Tu risques de te dire « je suis incapable de faire ça », tout en créant, sans t'en rendre compte, les conditions parfaites pour le faire un jour. La lucidité est inconfortable, mais elle est aussi la seule chose qui te permet de garder un minimum de contrôle sur ce dont tu es capable. Dans la prochaine partie, nous allons regarder pourquoi cette part sombre existe en toi, d'où elle vient, et comment tu peux apprendre à l'observer sans te haïr, mais sans l'excuser non plus. Parce que ce que tu fais quand personne ne te regarde n'est peut-être pas la version la plus jolie de toi, mais c'est la plus honnête. Si tu veux comprendre pourquoi cette part sombre existe, tu dois remonter à la manière dont un être humain se construit. Dès l'enfance, tu apprends très vite qu'il y a des choses que tu as le droit de montrer, et d'autres qu'il vaut mieux cacher. Quand tu te mets en colère, on te dit peut-être que tu es méchant. Quand tu pleures trop, on te dit que tu es faible. Quand tu exprimes de la jalousie, de la peur, de la honte, on te fait comprendre que ce n'est pas beau. Alors, pour ne pas perdre l'amour, la sécurité, la place que tu as dans le groupe, tu commences à ranger certains aspects de toi dans un coin secret. Tu continues à les ressentir, mais tu ne les montres plus. C'est ainsi que se construit lentement cette zone intérieure que tu caches aux autres, et souvent aussi à toi-même. Psychologiquement, ce que tu caches n'est pas seulement mauvais ou toxique. C'est souvent ce qui n'a pas été accueilli. Une colère que personne n'a su entendre se transforme en agressivité silencieuse. Une peur que personne n'a voulu voir se change en contrôle permanent. Une tristesse qu'on t'a interdit d'exprimer se transforme en dureté envers les autres. La société te demande d'être fonctionnel, poli, efficace, d'avoir l'air en forme. Mais elle ne t'apprend pas à faire de la place à ta noirceur sans te perdre dedans. Alors, au lieu de l'intégrer, tu la refoules, tu la caches, tu fais comme si elle n'existait pas. Et c'est précisément dans ces zones ignorées que se renforcent les comportements que tu réserves à ces moments où personne ne regarde. Il y a aussi une autre raison. La part sombre répond à des besoins réels, mais avec des stratégies maladroites. Par exemple, le besoin de se sentir puissant peut te pousser à écraser quelqu'un dans ta tête, à te venger en silence, à te raconter des histoires où tu domines tous ceux qui t'ont fait du mal. Le besoin d'appartenance peut te rendre cruel envers ceux que tu exclus dans ton esprit,
juste pour te sentir du bon côté. Le besoin de protection peut te conduire à fouiller, à espionner, à vérifier en secret, parce que tu as peur d'abandon, de trahison, de humiliation. Rien de tout ça ne naît dans le vide. Ta part sombre a presque toujours une logique, même si cette logique est tordue, douloureuse ou dangereuse. Ce que tu fais dans l'ombre est aussi influencé par ce que tu as vu chez les autres. Si tu as grandi dans un environnement où les adultes faisaient une chose en public et l'inverse en privé, tu as appris que c'était normal. Par exemple, un parent qui critique violemment les autres à la maison mais reste charmant en société. Un adulte qui ment avec aisance au téléphone, puis te dit de dire la vérité à l'école. Un environnement où l'on parle mal des gens dès qu'ils ont le dos tourné, où on joue un rôle dès que quelqu'un entre dans la pièce. Tu as observé cette division entre la façade et l'arrière-plan. Tu as appris que, pour survivre, il valait mieux avoir deux versions de toi. Celle qu'on montre et celle qu'on utilise en coulisses. Le problème, c'est que plus tu sépares ces deux versions, plus tu te perds entre elles. À force de jouer un rôle en public, tu peux finir par te croire toi-même ce rôle. Tu te dis, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de bien, tout en ignorant ce que tu fais dans les heures silencieuses de ta vie. Tu juges les autres sur ce qu'ils montrent, tout en oubliant que toi aussi, tu caches. Tu te sens supérieur, plus moral, plus propre, alors que tu as simplement appris à mieux dissimuler. L'écart entre ce que tu crois être et ce que tu es capable de faire en secret devient alors un terrain instable. Plus cet écart grandit, plus le risque est grand de te réveiller un jour face à un acte que tu ne te croyais pas capable de commettre. C'est pour ça qu'il est dangereux de se raconter qu'on est totalement bon ou incapable de faire du mal. Les pires dérives humaines sont souvent commises par des gens qui ne se voient pas comme des monstres, mais comme des personnes normales, parfois même comme des gens qui ont de bonnes raisons. Ils ont simplement cessé de regarder honnêtement leur propre part sombre. Ils ont tellement justifié leurs petits écarts cachés qu'ils ne les voient plus comme des signaux d'alerte. Ils se disent qu'ils ne font rien de grave, qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils méritent bien certaines choses, qu'ils se défendent. Et petit à petit, ce qui était impensable devient envisageable, puis possible, puis acceptable. Pour ne pas tomber dans cette pente, tu dois apprendre à faire quelque chose de très inconfortable. Te regarder toi-même comme si tu n'étais pas toi. T'observer comme un scientifique observerait un sujet. Regarder ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu penses, ce que tu ressens, sans te raconter d'histoire. Par exemple, tu peux te poser des questions simples. Qu'est-ce que je fais quand je suis seul que je ne supporterais pas que quelqu'un filme? Qu'est-ce qui me ferait honte si quelqu'un voyait l'historique complet de mon téléphone, de mes recherches, de mes conversations privées? À quel moment je me dis, ce n'est pas grave, personne ne saura? Et surtout, qu'est-ce que je cherche vraiment à obtenir, à éviter ou à anesthésier en faisant ça? L'idée n'est pas de te détester. Si tu te contentes de te juger, tu vas juste te cacher encore plus de choses. Tu vas mentir à toi-même pour conserver une bonne image. Tu vas dire, ce n'est pas moi, c'était une exception, je n'étais pas moi-même. Or, tu étais précisément toi-même dans ces moments-là, peut-être plus qu'à n'importe quel autre. Apprendre à regarder ta part sombre, c'est accepter que tu peux être jaloux, dur, lâche, cruel, envieux, obsessionnel, sans t'y réduire. Tu n'es pas uniquement ça, mais tu es aussi ça. Tant que tu refuses cette phrase, tu restes dominé par ce que tu nies. À partir du moment où tu peux dire « Oui, je suis capable de ça », tu peux commencer à choisir différemment. Tu peux transformer ces observations en un véritable exercice. Par exemple, pendant quelques jours, tu peux décider de noter mentalement ou sur papier si tu oses les moments où tu fais ou penses quelque chose que tu ne voudrais pas montrer. Pas pour te punir, mais pour cartographier ton ombre. Tu remarqueras peut-être que certains thèmes reviennent souvent. La peur d'être remplacé, le besoin de vérifier, le plaisir secret à voir quelqu'un échouer, la tendance à te détruire toi-même dès que tu es seul. Cela te montrera là où tu as des blessures non réglées, des besoins non exprimés, des peurs anciennes. La part sombre n'est pas seulement un problème moral. C'est une boussole vers ce qui, en toi, demande encore à être compris. Il y a aussi une forme de liberté derrière cette lucidité. Quand tu acceptes que tu as une part sombre,
Tu n'as plus besoin de jouer au personnage parfait. Tu peux reconnaître tes tentations, tes faiblesses, tes excès, et mettre en place des limites consciemment, au lieu de faire semblant de ne pas les avoir. Par exemple, si tu sais que l'anonymat t'excite dangereusement, tu peux décider de ne pas te laisser entraîner dans certains espaces. Si tu sais que la jalousie te dévore quand tu passes trop de temps à espionner les autres, tu peux limiter certaines habitudes plutôt que de prétendre que ça ne t'atteint pas. Tu passes de « je ne suis pas comme ça » à « je suis capable de ça, donc je dois faire attention ». Ce qui change aussi, c'est ton regard sur les autres. Tu arrêtes de croire que certaines personnes sont totalement pures et d'autres totalement mauvaises. Tu comprends que tout le monde a une façade et un arrière-plan, que certaines personnes gèrent mieux que d'autres leur ombre, mais que personne n'en est totalement exempt. Cela ne veut pas dire tout excuser, ni tout relativiser. Ça veut dire être lucide. La même personne qui te sourit peut être celle qui te jalouse, qui te critique en secret, qui te trahit silencieusement. De la même manière, quelqu'un qui te paraît froid ou dur peut être en train de se battre avec sa propre noirceur plus honnêtement que d'autres. La surface ment souvent. Les actes répétés dans l'ombre, eux, mentent beaucoup moins. Alors, que peux-tu faire concrètement avec tout ça? La première étape, c'est d'oser te poser des questions interdites. Qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire si je n'ai ni témoin, ni conséquences immédiates, ni jugement? Dans quelle situation j'ai déjà profité de l'absence de regard pour aller plus loin que ce que j'assumerais? Quelle version de moi est en train de se renforcer dans ces moments? La deuxième étape, c'est de décider que ce qui se passe, quand personne ne regarde, compte autant, voire plus, que ce qui se passe sous le regard des autres. Parce que c'est là que tu construis ton vrai rapport à toi-même. Au fond, ce que tu fais quand personne ne te voit raconte une histoire sur toi. C'est l'histoire de ta peur, de ta colère, de ta honte, de ta solitude, de ton besoin de contrôle, de ton besoin d'être spécial, protégé, supérieur, aimé. Ce n'est pas une histoire douce, ni confortable. Mais si tu as le courage de la lire jusqu'au bout, tu peux arrêter de te mentir. Tu peux cesser d'idéaliser ta lumière et commencer à apprivoiser ton ombre. Ce n'est pas en prétendant que tu n'as pas de côté sombre que tu deviens quelqu'un de sûr, c'est en sachant exactement où se trouvent tes failles. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, vraiment seul, observe. Observe les sites que tu ouvres, les profils que tu visites, les messages que tu relis, les scénarios que tu construis dans ta tête, la manière dont tu te parles, ce que tu fais de ton corps, de ton temps, de ta colère, de ton désir. Ne détourne pas le regard. Ne dis pas « ce n'est rien ». Dis-toi « c'est là que je me rencontre vraiment ». Et si cette version de toi te fait peur, ne fuis pas. Utilise cette peur comme un signal. Comme un rappel que tu as encore des zones à comprendre, à travailler, à transformer. Parce que, finalement, ce que les gens font quand personne ne les regarde ne disparaît jamais complètement. Ça laisse des traces dans leur regard, dans leurs choix, dans leurs relations, dans leur fatigue, dans leurs obsessions silencieuses. Et tôt ou tard, l'ombre trouve toujours un moyen de remonter à la surface. La vraie question n'est pas « est-ce que j'ai un côté sombre ?» mais « est-ce que je le laisse me diriger sans que je m'en rende compte ?» ou est-ce que je commence enfin à le regarder en face? Si tu es prêt à te poser cette question, alors tu es déjà différent de la plupart. Si tu veux aller plus loin dans cette exploration du côté sombre de la psychologie humaine et continuer ce travail intérieur, tu peux rester ici, t'abonner, et transformer chaque nouvelle vidéo en miroir. Un miroir parfois dérangeant, parfois brutal, mais nécessaire. Parce que ce que tu fais quand personne ne te regarde ne sera peut-être jamais vu par les autres. Mais toi, tu sais. Et c'est à partir de ce savoir que commence vraiment ton pouvoir sur toi-même.